Vendredi 30 juin 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. 19h45 que nous débutons avec cette brève prévue pour se tenir ce vendredi. Le procès de Gamak Mahamadou et Bana Ibrahim est finalement reporté pour le jeudi prochain. Ces deux activistes de la société civile et Bana du parti Lumana sont poursuivis en flagrant délit en posant un acte de jet de discrédit sur les magistrats à travers les publications sur Facebook. Rendez-vous donc pour le jeudi prochain. Cela dit, l'organisation des jeunes Lumana, membres du FRDDR, a animé un point de presse hier jeudi au siège de Lumana. Une sortie médiatique en réaction à l'arrestation du porte-parole de cette organisation, Bana Ibrahim Kaza. Pour cette organisation, l'arrestation de Bana, mais aussi de Baba Alpha est injuste. C'est un extrait du point de presse avec Soumana Boubacar. Il est un fait que depuis quelque temps, les Nigériens s'inquiètent. Ils s'inquiètent de pratiques malveillantes, corruptives et des actes d'injustice grandissants. Beaucoup de Nigériens se sont indignés face à ces pratiques et la presse nationale en a fait largement écho. M. Ibrahim Bana fait partie de ceux-là. Ainsi, l'on se rappelle que M. Bana, dans certaines de ses publications, a rappelé et dénoncé des actes d'injustice commis qui doivent être jugés ou faire l'objet d'autosaisine par la justice, à l'image de certains faits, notamment l'affaire de faux concours ou concours annulés du ministère de la Santé publique. Pendant que certains coupent en prison, d'autres sont libres de leur mouvement, ce qui dénote manifestement une injustice. Entre autres irrégularités ou injustices constatées, on peut noter les affaires de Baba Alpha et de son père et celles de l'ancien ministre Abdoulabo. Dans un premier temps, Baba Alpha et son père ont été arrêtés avec une troisième personne et accusés de faux et usage de faux. Quelques jours après, on libère le fossoyeur, l'auteur du faux en question, parce que, étant proche d'une personnalité proche du pouvoir, pour garder Baba Alpha et son père, en requalifiant le dossier en usage de faux. Alors, où est le faux? Qui a fait pour qui soit utilisé? On se souvient également de plusieurs autres affaires dont le parquet s'est autosaisi suite à une simple publication du journal sans preuve à l'appui, à l'exemple de l'affaire de supposition d'enfants, alors que pour d'autres affaires plus graves publiées par plusieurs journaux avec preuves établies, le parquet est resté muet et inerte. N'a-t-on pas raison de penser à une justice à double vitesse? Si la justice, dernier rempart de la démocratie et recours ultime des citoyens, porte plainte contre un citoyen lambda parce que simplement il aura dénoncé des actes d'injustice qui à ses yeux sont restés impunis, alors nous disons que le Niger est en danger. Monsieur Bana et tous les autres n'ont rien dit que cela. Ils n'ont rappelé en cela que le principe constitutionnel bien connu, celui de l'égalité de tous en dignité et en droit devant la loi. Nous rappelons aux dirigeants de la 7e République que toutes les révolutions dans tous les pays du monde sont parties du fait de l'injustice.
Grogne des habitants de Saga occupant les couloirs devant abriter les lignes haute tension de la centrale thermique de Gorubanda. Les propriétaires terriens s'insurgent contre la poursuite du chantier, déposent des pylônes sous haute surveillance policière sans pour autant qu'ils ne soient indemnisés conformément à la loi. Le point avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Officiellement inaugurée le 2 avril dernier, la centrale thermique de Gorubanda, censée mettre fin au calvaire de la population de Niamey et environnant sur le plan énergétique, fut visiblement plus de mécontents en ces temps dans la capitale, notamment au sein de la population riveraine des infrastructures connexes de cet important projet. En effet, après les habitants du quartier de Seno sur la rive droite, c'est au tour de ceux du quartier Saga de la rive gauche de monter au créneau pour dénoncer ce qu'ils qualifient de spoliation de leurs terres. La loi dit en cas d'expropriation, il faut une indemnisation juste et préalable. Juste, ça veut dire qu'il faut prendre la valeur donc, des biens donc, en fonction de la situation géographique du bien et de considérer le prix au mètre carré en fonction de la date donc de l'expropriation et indemniser les personnes qui sont concernées. Et on prend aussi la dimension, donc la superficie de la partie qui sera indemnisée et qui sera expropriée. C'est en fonction de ça qu'il faut indemniser la personne. Et aujourd'hui, les gens d'ici donc ne connaissent pas. Il n'y a pas eu déjà la phase d'enquête commodo pour savoir que les personnes déjà avec exactitude les personnes qui seront concernées parce qu'ils ont pris au début un périmètre de 150 mètres et à la date d'aujourd'hui, on ne sait plus si c'est ce périmètre qui sera toujours concerné ou bien s'ils ont apporté des modifications. Ça fait 3 ans qu'ils ont déjà mis ces gens-là dans la situation de précarité. Et ensuite, il faut que cette indemnisation intervienne au préalable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut indemniser les gens et leur donner un délai de déménagement avant de leur demander de déguerpir. Or, aujourd'hui, au mépris de toutes ces dispositions, les travaux sont en cours alors que rien n'a été réalisé de tout ça. Donc il n'y a strictement aucun respect de la loi, aucun respect des textes législatifs, ni même des dispositions constitutionnelles parce que le droit de propriété, il s'agit là d'une atteinte au droit de propriété qui est un droit fondamental. Face à cette situation, les propriétaires terriens demandent aux autorités compétentes de les mettre dans leurs droits et cesser toute forme d'intimidation à leur encontre. Nous avons fait déjà la demande de suspension des travaux et donc c'est ça que nous voulons. On suspend les travaux jusqu'à ce que les gens soient indemnisés conformément à la loi. On ne demande rien de plus. Les Chinois, toutes les fois où ils sont venus, ils nous ont jamais manqué de respect. Mais un agent de la Nigélec qui vient ici, regardez ce vieux. Il a l'âge de son grand-père. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Quand il a vu que les piquets ont été déplacés, il a pensé que c'était le vieux qui a déplacé. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que... il a parlé en Hausa en disant que est-ce que lui, il peut se permettre d'insulter les gens? Et on appelle le directeur de la législation du ministère de l'énergie pour lui parler, pour lui dire qu'il y a eu la ministre des instructions de la part du ministre. Alors il a dit non, qu'il ne prenait pas le directeur de la législation au téléphone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement ce monsieur, il manque non seulement du respect aux gens, à la population, aux propriétaires légitimes, et il manque du respect aussi à sa hiérarchie. Du côté du comité interministériel de gestion des occupations des couloirs de ligne de haute tension de Gorubanda, présidé par le gouvernorat de Niamey, l'on rassure que la présence des forces de défense et de sécurité n'est nullement pour une intimidation et tient par conséquent à rassurer la population. Le comité interministériel mis en place pour gérer les couloirs de lignes haute tension et depuis un certain temps à pied d'œuvre pour prendre tous les actes juridiques et administratifs permettant la mise dans le droit de tous les propriétaires terriens. Et à cet effet, vous avez suivi en Conseil des ministres la déclaration d'utilité publique est prise. Alors, le décret de cessibilité également est pris. Ici au gouvernorat, nous avons pris ce qu'on appelle l'arrêté nommant les membres de la commission devant écouter individuellement les propriétaires terriens pour chercher leur consentement, leur adhésion par rapport
aux évaluations faites par les techniciens. Il ne reste que les séances plénières de cette commission-là pour que chaque propriétaire terrien ait la somme qui lui est due. Donc, ils peuvent être rassurés que sous peu, la commission va siéger et avec eux, on trouvera les moyens de s'entendre parce que la loi fait obligation à tout le monde, à l'État comme à eux. Si la personne n'est pas d'accord, les voies de recours sont là. Quoi qu'il en soit, il est aisé de constater que le manque ou l'insuffisance de communication entre les différentes parties concernées autour de Gouroubanda est un des facteurs déterminants dans cette situation de grogne sociale. Il est donc grand temps de songer à l'indemnisation de ses concitoyens ne devant pas cohabiter avec ces lignes de haute tension. Les héritiers de la chefferie du canton du Goroual ont rendu publique une déclaration cet après-midi. Un objectif à dénoncer la candidature d'un nom ayant droit à la chefferie de la dite localité. Le point avec Ismaël Moumouni et Halidou Brema. Fustiger la détermination d'un héritier à vouloir postuler aux élections à venir du chef de canton de Goroual en dépit de l'arrêt numéro 39 du 15 juillet 2015 rendu par le Conseil d'État annulant ainsi l'élection de ces non-ayants droit. C'est ce qui a réuni ces héritiers de la chefferie du canton de Goroual, objet de cette présente cérémonie. Au nom de quelles règles, éthiques ou politiques, doit-on piétiner les décisions de justice, sacrifier la paix sociale en méprisant les valeurs coutumières de toute la communauté uniquement pour préserver ou imposer la candidature d'une seule personne qui, au demeurant, n'est pas un ayant droit légitime? N'est-il pas plus équitable et plus honorable de profiter de cette reprise de l'élection pour dissiper les suspicions qui sont à la base du conflit? Au fait, d'un point de vue généalogique, qui est Aruna Bembelo? D'après l'arbre généalogique produit par l'intéressé pour justifier sa candidature, il est le fils de Bembelo qui serait lui-même fils de Madoudou Alaji. Or, il se trouve que tant Ayatakala qu'à Coleman, les épouses légitimes et les enfants légitimes de Madoudou Alaji et leurs descendants sont tous bien connus. Par contre, nulle part il n'a été retrouvé une trace quelconque prouvant une relation de mariage entre Madoudou Alaji et la mère de Bembelo, père de Haruna. Les généalogistes de la chefferie précisent que Bembelo est arrivé à l'âge adulte à Yatakala et que ses parents biologiques sont ressortissants de Banjo, canton de Dargol. Madoudou est donc un simple prête-nom. Nous ne saurions accepter la candidature d'un non-ayant droit. C'est ainsi que nous, héritiers de la chefferie du canton de Goroual, ne demandons rien d'autre que l'application stricte de la décision de justice rendue, c'est-à-dire l'arrêt numéro 39 du 15 juillet 2015, qui doit se traduire nécessairement par l'adoption de nouveaux actes préparatoires en vue d'une nouvelle élection, à laquelle tous ceux qui s'estiment ayant droit peuvent prétendre. Ils seront départagés par l'enquête de filiation. Nous n'accepterons aucun acte de forfaiture dans la reprise et l'organisation de l'élection à la succession de la chefferie de canton du Goroual, et cela quel qu'en soit le prix. Je le dis, je précise, et cela quel qu'en soit le prix. Aucune intimidation ne nous fera reculer face à la nécessité absolue de préserver les intérêts de notre canton et de sa chefferie. Nous prenons à témoin l'opinion publique, nationale et internationale, et réaffirmons que la seule solution susceptible de préserver la paix sociale et l'ordre public dans le canton du Goroual est la reprise totale des élections conformément au texte en vigueur. Pour rappel, le poste de chef de canton de Goroual demeure vacant depuis le 2013 par arrêté numéro 27 du 8 avril 2013 par le gouverneur de la région de Tillabéri. Plusieurs quartiers stratégiques de la capitale seront concernés par une opération dite d'urgence et de prévention de curage des caniveaux en cette période de pluie. C'est une initiative du programme Niamey-Niala en appui aux arrondissements communaux de la ville de Niamey. Le reportage de la rédaction Labari.
C'est une intervention d'urgence qu'apporte le commissariat au programme Niamey-Niala dans différents quartiers stratégiques de la capitale à travers cette opération de curage des caniveaux. Elle se veut également préventive au vu du caractère de ces quartiers concernés, surtout en cette période de pluie. Cette action, vous constatez vous-même, Niamey enregistre en tout cas des pluies importantes qui ont occasionné des dégâts. Il est quand même de notre responsabilité de faire quelque chose. Cette action du programme Niamey-Niala s'inscrit vraiment dans la démarche que Niamey-Niala a toujours eue pour venir en appui à la ville, aux arrondissements. Aujourd'hui, la question des inondations est une problématique majeure, une problématique d'actualité qui nécessite des actions urgentes. Nous avons fait le choix au niveau du programme Niamey-Niala d'intervenir sur les quartiers anciens, sur le réseau ancien d'assainissement qui se trouve vraiment obstrué, non fonctionnel, qu'il faudrait très rapidement remettre en état. Pour une bonne marche de ces réseaux, la population riveraine doit cesser un certain nombre de comportements. Là où le réseau existe, c'est que chacun doit veiller à son bon fonctionnement. Son bon fonctionnement, c'est l'entretien. Son bon fonctionnement, ce n'est pas déverser des ordures dans ces caniveaux. Je pense qu'il y a ce minimum qu'on demande à la population pour que nous, au niveau des acteurs, au niveau des responsables, que ce soit de l'arrondissement de la ville, du programme Niamey-Niala et tous ceux qui sont en charge de la question, puissent opérer de manière moins compliquée et de manière à ce que ce réseau puisse vraiment répondre à sa fonction. D'ores et déjà, plusieurs actions sont engagées pour juguler ces récurrents problèmes d'assainissement. La question de l'assainissement de la ville de Niamey est une grande problématique qui nécessite vraiment une réflexion approfondie. C'est pour cela que le président de la République a instruit et le gouvernement s'est mis en œuvre à travers le programme Niamey-Niala dans un premier temps pour établir un schéma directeur de l'assainissement de la ville de Niamey qui est en phase finale financé par l'AFD. Mais il y a aussi pas mal d'actions que le programme PGRC financé par la Banque mondiale avec le soutien de la Banque mondiale, mais aussi une participation du gouvernement du Niger est en train de mener des constructions de digues au niveau de Saga, de Goudel, de Gamkale. Ça, c'est une façon de protéger ces localités. Pour l'heure, cette intervention d'urgence et de prévention concerne les quartiers de Niamey à forte concentration humaine et de vulnérabilité considérable. La Commission nationale des droits humains, CNDH, a désormais un nouveau bureau dont l'élection des membres a eu lieu ce matin dans la salle de réunion de la Commission. Et c'est sans surprise que le professeur Khalid Ikri a été réélu à la présidence de la CNDH pour un nouveau mandat de 4 ans. Ibrahim Tikire et Nasser Seydou. Après la fin de son mandat, le bureau exécutif de la Commission nationale des droits humains a fait l'objet d'un renouvellement ce 30 juillet 2017. Après les explications du bureau de vote en présence d'un huissier, les 9 commissaires ont passé au choix des 4 membres du bureau exécutif de la CNDH qui a donné les résultats suivants. Au poste du président, professeur Ali Ikiri qui a recueilli 9 voix sur 9. Vice-présidente, Madame Sidikou Fatoumata, 9 voix. Rapporteur général, M. Talibi Hamidou Moussa, qui a recueilli 6 voix contre 3 à son adversaire, Brahim Madou Ali. Rapporteur général adjoint, Asuman Hassan Karanta, a recueilli 5 voix contre 4 à son adversaire, Asuman Moussa. Réélu pour un second et dernier mandat à la tête de la Commission nationale des droits humains, professeur Khalid Ikiri a placé son mandat sous le signe de la continuité, notamment garder le statut A obtenu au premier mandat. La première des choses qu'il faut demander aux uns et aux autres, c'est de considérer les élections qui viennent de se passer comme passées, derrière, et voir comment le plan stratégique de la Commission nationale des droits humains peut être mis en valeur avec toutes nos compétences, toutes nos initiatives, tout notre savoir-faire. C'est ça l'intérêt
donc de la communauté que nous constituons désormais. Comme vous le savez, nous sommes tous des commissaires permanents. Cela veut dire que nous sommes tenus à travailler au mieux pour la commission, et c'est ça l'essence de la loi qui a été créée au nom de la commission. Et je sais que le règlement intérieur tel que nous l'avons travaillé pas à pas par article est dorénavant internalisé par les uns et les autres et qui sera appliqué à la lettre, naturellement avec le soutien de chacun d'entre vous. Comparativement à la première équipe, ce nouveau bureau de la CNDH présidé par le professeur Halid Giri a enregistré l'arrivée du commissaire Asuman Hassan Karanta au poste de rapporteur général adjoint. En plus du bureau exécutif, le président réélu de la CNDH a annoncé la mise en place des groupes thématiques qui seront confiés aux 5 autres commissaires. Niger Telecom a procédé cet après-midi au lancement des activités de sa direction commerciale nationale 6 au rond-point Gadafawa de Yantala. Un service qui témoigne de l'offensive que Niger Telecom entend mener dans le pays pour gagner davantage la confiance de la clientèle. Le résumé avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Les chefs des services de la Société nationale de télécommunications et certains agents de la dite société se retrouvent autour des plus hauts responsables du Niger Telecom par la présente cérémonie pour marquer le lancement officiel des activités de sa direction commerciale nationale. Une cérémonie symbolique mise à profit par le directeur général du Niger Telecom pour faire une présentation sommaire de cet important service. La direction commerciale composée de la direction marketing, la direction des agences régionales, la direction des ventes et la direction de l'interconnexion constituent le poumon de toutes les activités du Niger Telecom. Quoi donc de plus normal que nous procédions solennellement à son lancement, même si nous avons voulu cette cérémonie sobre et restreinte. Mais il fallait le faire pour non seulement lancer officiellement les activités de notre société, mais surtout faire connaître à la population nigérienne la nouvelle situation géographique de notre centre d'activité opérationnelle pour notre chère société Niger Telecom. En marge de ce lancement des activités de la direction commerciale, le directeur marketing de Niger Telecom a bien voulu situer le contexte de cet événement. Ce lancement s'inscrit dans une stratégie donc de la société qui est de faire connaître à nos abonnés le point névralgique de nos opérations, de nos opérations commerciales, et surtout montrer aux Nigériens que désormais ils ont un partenaire très sérieux dans le domaine de la communication qui répond justement à la volonté du président de la République, qui est de rendre disponible la téléphonie, l'Internet de façon très accessible à tous les Nigériens, des grandes agglomérations jusqu'à ceux qui sont dans les régions les plus reculées du Niger. Quant au premier responsable de Niger Telecom, il a souligné que la présente cérémonie n'est qu'un avant-goût des améliorations que compte entreprendre la nationale des télécommunications. Aujourd'hui, la direction commerciale nationale, elle est là, elle est implantée et nous invitons tous les Nigériens à venir y visiter pour voir les innovations que nous avons faites dans le secteur. Et nous pensons que ça, ce n'est que le début. En fait, Niger Telecom, c'est une société qui a une grande ambition. La première des ambitions, c'est de s'assurer que tous les services de télécommunication sont disponibles pour tous les Nigériens à des moindres coûts et avec une meilleure qualité. Nous, on veut sincèrement ce que notre objectif ici, c'est de nous assurer qu'on démystifie au fait la télécommunication au Niger. Alors, chers concitoyens, abonnez-vous à Niger Telecom pour des services de qualité à des prix défiant toute concurrence et vous n'allez pas le regretter. Ouverture ce matin de l'Assemblée générale de la Fédération communale de l'arrondissement communal Niamey 4. Objectif de cette assise, présenter le bilan des activités réalisées au titre de l'année scolaire 2016-2017. Le compte-rendu de Nafissatou Yahya. Cette Assemblée générale de la Fédération communale du 4e arrondissement rentre dans le cadre de la validation des 2 bilans des activités de l'année scolaire 2016-2017.
Les résultats probants de ces bilans ont été réalisés grâce à la contribution sans faille de l'ensemble des acteurs partenaires de l'école que vous venez de citer. Mesdames, Messieurs, chers participants, au nom des autorités communales et à mon nom propre, je tiens à remercier l'administration scolaire qui n'a ménagé aucun effort pour un bon partenariat tissé avec la fédération tout au long de l'année scolaire. Au nom de l'administration scolaire de l'arrondissement communal Niamey 4, au nom de la FC-CGDS et au nom des autorités communales, je me joins au président de la fédération pour saluer votre appui inestimable pour accompagner les CGDS et la FC-CGDS afin qu'ils soient renforcés à mener à bien leur mission. Occasion pour le président de la fédération de rendre hommage à l'ONG SOS Civisme pour son soutien de longue date en faveur de l'école nigérienne. Les activités non programmées et réalisées grâce au financement de l'OSS Civisme ont mieux outillé nos différents CGDS locaux et la fédération pour mieux conduire leur mission. Je tiens à rendre un hommage mérité à l'ONG SOS Civisme pour cet accompagnement qui a démarré depuis décembre 2015 et cela pour 24 mois. Au nom de la fédération et à mon nom personnel, je tiens à remercier l'administration scolaire qui n'a ménagé aucun effort pour un bon partenariat qui a existé entre nous tout au long de l'année scolaire. En tant que SG de CGDS, vous avez été les chevilles ouvrières de ce CGDS trouvées ici. Mes félicitations et encouragements pour la noble mais difficile cause que vous déployez pour faire de l'école nigérienne une réussite. Nos succès pour la réalisation de ces objectifs ont été effectués grâce à votre bonne coordination, l'exécution de ces activités. Pour cela, je vous félicite et vous encourage à persévérer. Enfin, le président des parents d'élèves de l'arrondissement communal Niamey 4 exhorte les parents d'élèves à se mobiliser pour créer les conditions pour que l'école publique nigérienne puisse retrouver ses lettres de noblesse. Remise ce matin d'un témoignage de satisfaction au chef sortant du département comptable de l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales. Un geste qui marque la fin de sa carrière professionnelle. Asma Oussedou et Ibrahim Abdou. La carrière professionnelle de tout agent de l'administration publique ou privée est sanctionnée par deux événements majeurs, à savoir l'intégration et le départ à la retraite. Le plus important dans ce processus est de bien assurer la mission confiée à l'agent. C'est le cas du chef sortant du département et comptable de l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales ANFICT. Son successeur lui offre un témoignage de satisfaction tout en saluant son parcours professionnel. Seydou Harouna était d'abord cadre de la caisse de prêt aux collectivités territoriales appelée CPCT. Après la liquidation de cette caisse, Seydou Harouna s'est vu confier le département administratif et comptable de l'ANFICT. C'est un poste qu'il a occupé, en tout cas de manière satisfaisante, jusqu'à ce jour. M. Seydou Harouna, au nom de l'ensemble du personnel de l'ANFICT et des partenaires techniques et financiers, je vous dis tout simplement merci. Merci pour tout ce que vous avez fait en accomplissant avec professionnalisme la mission qui vous a été confiée. Je voudrais tout simplement, au nom de l'ensemble du personnel de l'ANFICT, vous décerner un témoignage de satisfaction. Témoignage officiel de satisfaction. Je sous-signais M. Hamidou Garba Mamadou, directeur général de l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales, décerne un témoignage officiel de satisfaction à M. Seydou Harouna, chef du département administratif et comptable à l'ANFICT, pour divers services rendus. Le bénéficiaire se réjouit de cette initiative. Par la grâce infinie de Dieu qui nous a unis en cette circonstance, veuillez accepter, Monsieur le directeur général, mes chers ex-collègues, mes respectueuses salutations. N'étant pas enclin au discours, trouvez dans la brièveté de mes propos ma considération à l'égard de tous. Je vous remercie, vous de l'ANFICT, pour cet insigne honneur
que je ne me suis point attendu, auquel je ne me suis point attendu et que je reçois du fond de mon cœur en toute humilité. Mes remerciements aussi à tous ceux qui ont sacrifié une partie de leur temps précieux pour participer à ce moment avec nous. Le nouveau chef du département administratif souhaite une nouvelle vie à la retraite à M. Seydou Harouna après plusieurs années au service de la nation. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.